Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va aborder la certification STQB niveau fondation. Vous étiez nombreux à me demander de refaire d'autres vidéos par rapport à la formation. C'est pour cela, aujourd'hui, on va aborder la formation dès le début. On va voir la première partie. On va aborder tous les termes avec des exemples. Comme ça, vous pouvez avoir plus de notes au niveau de votre certification. Pour les personnes qui souhaitent se former et passer à la certification STQB, la première question qui se pose, déjà, c'est quoi STQB? STQB, c'est l'abréviation de International Software Testing Qualification Board. C'est une certification qui atteste comme quoi vous êtes un testeur logiciel certifié. Vous êtes capable de travailler dans un environnement de test. Vous avez toutes les bases nécessaires pour travailler dans le domaine du test. Cette certification, c'est pas que pour les testeurs. Que ce soit pour les développeurs, les responsables de test, les testeurs, pour même les chefs de projet, pour toutes les personnes qui vont travailler dans un domaine de test et pour qu'on puisse parler du même jargon. Par exemple, lorsque je vais parler d'un cas de test, d'une campagne de test, tout le monde va me comprendre. On va pas parler, une personne va me parler d'un test, moi je parle d'une anomalie, une autre va parler de défaillance. On doit avoir les bons termes lorsqu'on va travailler sur un sujet et comme ça tout le monde parle du même langage. Avant de continuer notre vidéo, je voulais vous dire que la majorité des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est gratuit et d'ailleurs, vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est maintenant vers les 10 000 abonnés. On aimerait bien que vous soyez parmi les participants à notre chaîne et comme ça, YouTube peut proposer notre chaîne à d'autres personnes et notre famille sera plus grande et ça nous donne de la motivation pour créer du contenu. N'hésitez pas aussi de liker la vidéo. Merci beaucoup. Allez, on continue notre vidéo. Là, les points à connaître sur l'examen de certification au niveau de fondation. Pour le certification de niveau fondation, moi je recommande vivement, et même si au niveau de syllabus c'est mentionné qu'il faut lire le syllabus, je trouve qu'il y a pas mal de questions qui se répètent. Est-ce que il faut lire le syllabus? Mais c'est bien sûr que oui, il faut quand même. Prenez votre temps, même si c'est 96 pages, vous pouvez l'imprimer et à chaque fois vous avez du temps libre, vous avez une pause déjeuner, à la fin de la journée, vous pouvez par exemple prendre 5 pages ou 6 pages et comme ça vous pouvez l'étaler sous forme de 10 jours ou une semaine, à vous de voir. Mais l'essentiel, il faut impérativement lire ce syllabus. Pourquoi le lire? C'est tout simplement parce que vous aurez des questions théorique directement au niveau de syllabus et comme ça vous allez gagner du point. On parle d'une certification où vous devez avoir plus que 65%. Du coup, toutes les notes sont les bienvenues. On doit faire tout pour les avoir. Au niveau de la formation, je vais vous expliquer tous les détails, mais ça n'empêche pas que soit d'imprimer le syllabus, soit carrément de le télécharger. Je vais vous laisser le lien, comme ça vous pouvez télécharger le syllabus. Et déjà pour les personnes qui me demandent est-ce que le syllabus c'est payant ou gratuit, non, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Je vais vous laisser le syllabus comme ça. Soit que vous le téléchargez, prenez le format si vous avez une tablette, téléphone, comme ça à chaque fois vous avez du temps, vous pouvez lire. Ou carrément si vous êtes parmi les personnes qui préfèrent le format papier, vous pouvez l'imprimer. À chaque fois que vous avez de la disponibilité, vous pouvez commencer à le lire. C'est pas la peine d'enchaîner les 96 pages. Mais c'est juste à chaque fois, vous pouvez lire 6-7 pages comme ça. Vous pouvez avancer doucement au niveau de la compréhension. Certes, si vous lisez le syllabus avant de passer à la formation, ça va un petit peu pourquoi il y aura des choses incompréhensibles. Mais lorsque vous avez comblé les deux, la formation et par la suite vous allez lire le syllabus, c'est vous allez verrouiller tous les points qui sont théoriques, qu'il faut les retenir par cœur. Comme ça, vous pouvez avoir plus de temps. Parce que déjà au niveau de la certification, vous allez avoir des questions où il y a le K1, K2, K3. Le K1, c'est souvenir. C'est tout simplement, il faut les prendre par cœur. Il n'y a pas de choses à expliquer, ce sont des définitions. Il faut juste se souvenir de ça. Il y a le K2, c'est des choses à comprendre. Et le K3, appliquer. Normalement, au niveau de la fondation, vous allez juste avoir des choses à souvenir, à comprendre. Mais par la suite, au niveau des avancées, c'est là où il y a des questions plus à appliquer. Par la suite, pour les personnes qui souhaitent avoir les niveaux plus avancés au niveau de d'autres certifications STQB.
Et la base, vous devez impérativement avoir la certification STQB Fondation avant de passer aux autres certifications, que ce soit par exemple le test manager, pour la certification STQB Agile. Tout ça nécessite impérativement d'avoir déjà la fondation et par la suite, vous pouvez avoir les autres certifications. Déjà pour l'examen, vous pouvez voir ça noir sur blanc au niveau de syllabus. Comme ça, il y a des questions, vous allez le voir au niveau de syllabus. L'examen pour l'obtention du certificat fondation sera basé sur ce syllabus. Les réponses aux questions d'examen peuvent requérir de l'utilisation d'informations contenues dans plus d'une section de syllabus. Toutes les sections de ce syllabus peuvent donner lieu à des questions d'examen, à l'exception de cette introduction et des annexes. Des normes, livres, d'autres syllabus de l'STQB sont indiqués comme référence, mais leur contenu ne fait pas l'objet de questions d'examen. Au-delà de ce qui est résumé dans ce syllabus lui-même, comme les normes, livres et autres syllabus de l'STQB. Le format de l'examen, c'est un questionnaire à choix multiples. L'examen est structuré de 40 questions. Pour réussir l'examen, il faut obtenir au moins 65% de réponses, c'est-à-dire au moins 26 réponses justes. Les examens peuvent faire partie d'une formation accréditée ou être passés indépendamment. Vous n'êtes pas obligé de passer par un centre de formation. Ça aussi, on reçoit la question, vous n'êtes pas obligé de passer par un centre de formation, mais c'est juste, vous pouvez passer votre formation, que ce soit via des formations en ligne ou juste par exemple de prendre le syllabus. Si c'est pour vous, c'est clair et par la suite juste vous savez, vous avez tous les bases nécessaires au niveau de test logiciel, vous pouvez directement passer la certification, vous pouvez le prendre en ligne. Pour les personnes qui me posent des questions par rapport à la tarification pour avoir la formation en ligne, normalement c'est dans les alentours, ici en France, c'est dans les alentours, si vous faites l'inscription en ligne, c'est dans les alentours de 250 €. Lorsque vous allez payer, vous allez avoir une somme de plus. Pourquoi j'essaie de répondre à toutes ces questions? Parce qu'avec l'expérience, les questions que je reçois, j'essaie de vous donner le maximum d'informations. Normalement, 250 €, c'est hors taxe. Et comme vous allez payer en TTC, c'est-à-dire vous allez avoir plus de 250 €. Voilà. Ce que je vous recommande pour les personnes qui souhaitent passer la certification en ligne, parce que ça coûte, c'est le moins cher sur le marché, essayez de prendre votre temps. Passez déjà, quel que soit le type de formation que vous voulez passer, prenez votre temps avant de passer une inscription. Par exemple, ne choisissez pas une date d'ici une semaine et vous ne savez pas est-ce que vous pouvez gérer tout ce temps pour la préparation de votre certification. Prenez votre temps, regardez les vidéos concernant la formation de la certification STQB, passez le QCM. Je vous recommande de passer des QCM qui sont fiables parce qu'on trouve sur Internet pas mal de QCM, mais le problème, que soit les réponses ne sont pas fiables, soit déjà les types de questions, vous n'allez jamais le trouver au niveau de la certification STQB. C'est juste une perte de temps et c'est une perturbation pour vous. De préférence d'aller sur le site officiel de la certification et de voir l'examen blanc et comme ça vous pouvez passer l'examen. Une fois que vous le dépassez et vous pouvez avoir 65 largement, vous dépassez largement les 65%, comme ça vous pouvez faire une inscription en ligne sur le site de la certification officielle et comme ça vous pouvez passer votre certification. Le point qui est très important, si par exemple la langue avec laquelle vous allez passer la certification n'est pas votre langue natale, par exemple vous êtes français et vous souhaitez passer en anglais, la certification en anglais, là, la certification vous donne un bonus de 15 minutes. C'est 25% au niveau du temps, l'équivalent de 15 minutes de plus. Ça, c'est très bien. Que ce soit pour les personnes par exemple, des Arabes qui souhaitent passer ça en français, au lieu de passer en 60 minutes, vous allez passer la certification en 75 minutes. Il faut juste cocher bonus. Là, lorsque vous allez avoir le formulaire pendant l'inscription, il faut cocher le bonus. Je vais vous montrer tout ça.
Voilà le site officiel pour passer à la certification, c'est le www.gasc.org. Par la suite, vous pouvez choisir ici STQB et par la suite, vous allez choisir c'est quel type de certification. Bien sûr, si c'est la première certification, va être la certification Fondation. Voilà, Certified Tester Foundation Level Syllabus de 2018 version. Et là, vous faites Book Now. Ici, vous pouvez... On va choisir ça en français. Et ici, vous pouvez réserver votre examen en ligne à domicile ici. Par la suite, on va choisir STQB. On va choisir la première. Inscrivez-vous. Et ici, vous allez remplir, par exemple, la date que vous souhaitez passer votre certification, l'heure. Par la suite, ici, vous faites attention au niveau de fuseau horaire. Et par la suite, ici, c'est avec quelle langue vous souhaitez. Est-ce que c'est anglais, espagnol ou français? Par la suite, toutes les informations nécessaires. Et par la suite, ici, vous mentionnez bonus de temps. Il faut cocher ici bonus de temps. Par la présente, je demande un bonus de temps pour les candidats étrangers et confirme que je remplis les conditions pour un bonus de temps. Et par la suite, vous pouvez valider toutes les informations. Bien sûr, vous allez mentionner ici le type de le méthode de paiement, les informations de votre carte si vous souhaitez payer par carte et voilà tous les détails. Ici, le prix, c'est hors taxe. C'est pour cela. Après, si vous allez avoir le TVA, voilà, factura des frais de plus. Voilà, au niveau de total à la fin, vous allez payer plus que 250 €. C'est normal, c'est pas un bug, rien du tout. C'est juste le prix affiché ici, c'est hors taxe. Parce que si vous avez une société et vous êtes des professionnels entre vous, vous pouvez payer hors taxe. Si vous êtes par exemple un étudiant, un salarié, dans ce cas, vous allez payer en TTC et c'est pour cela qu'il affiche le prix en hors taxe. Voilà les éléments nécessaires que vous devez connaître en concernant la certification avant la passer. Comme j'ai dit, prenez votre temps pour la préparation, pour le passage des examens blancs et par la suite, dès que vous sentez que vous êtes capable de la passer, dans ce cas, vous pouvez accéder sur le site et par la suite, booker, faire votre inscription pour réserver un créneau et par la suite, vous pouvez la passer. Pour la question les personnes qui me posent, est-ce que c'est simple ou c'est difficile? Normalement, c'est pas une certification qui est difficile parce que c'est le premier niveau des certifications STQB. C'est facile, mais c'est n'importe quel type de formation. Il faut juste préparer avant de passer l'examen. Lorsque vous étiez des étudiants, il faut quand même un minimum de préparation avant d'entamer un examen. Et c'est pareil, c'est le jeu. Il faut préparer et par la suite passer l'examen et sûrement vous allez la réussir. Il ne faut pas juste anticiper, par exemple, vous allez préparer aujourd'hui pour le lendemain. Vous allez être pressé, perturbé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur Internet, des informations qui sont fiables, d'autres non. Et comme ça, vous n'allez pas, votre cerveau, il ne sait pas assimiler cette information qui est correcte et du coup vous n'allez pas réussir à répondre avec des bonnes informations. Comme ça, je vous recommande d'aller vers la source d'information, téléchargez le syllabus, prenez votre temps, lisez votre syllabus, prenez votre formation et au fur et à mesure, vous allez vous-même constater qu'il y a une progression au niveau de votre amélioration pour avoir votre certification STQB. Pour l'organisation de la formation pour avoir la certification STQB, normalement, il y a 6 chapitres. La première concernant le fondamentaux des tests. Deuxième partie, c'est tester pendant le cycle de vie du développement logiciel. Ici, on va voir les types de développement, de cycle de vie de développement, que ce soit l'itératif, les anciens modèles de développement. Et par la suite, le troisième chapitre, c'est les tests statiques. Le quatrième, c'est les techniques de test. Et par la suite, c'est les gestions des tests. Et le sixième, c'est l'outil de support aux tests. Normalement, le sixième, c'est une partie qui est très facile. Mais là, on va aborder tous les points ensemble. Comme ça, vous pouvez savoir de quoi il s'agit. Et surtout, de bien répondre au niveau des questions. La première partie concernant les fondamentaux de test, on va voir les objectifs, qu'est-ce qu'on est censé maîtriser au niveau de cette partie. La première partie, c'est tout simplement identifier les objectifs habituels de test. Il faut avoir la différence entre les tests et le débogage. C'est quoi un test et c'est quoi un débogage?
Pourquoi les tests sont-ils nécessaires? On va avoir des exemples qui montrent la nécessité du test, expliquer la relation entre les tests et l'assurance qualité et donner des exemples montrant comment les tests contribuent à une amélioration de qualité. Par la suite, faire la différence entre erreur, défaut et défaillance. Par la suite, faire la différence entre la cause racine d'un défaut et ses effets. Et on va avoir aussi les 7 principes généraux de test. Ça, c'est très essentiel pour un testeur de savoir. Et par la suite, expliquer l'impact du contexte sur le processus de test. Et par la suite, décrire les activités de test et les tâches associées au sein du processus de test. Par la suite, faire la différence entre les produits des activités qui contribuent au processus de test. Expliquer les bénéfices d'apporter par le maintien de la traçabilité entre les bases de test et les produits d'activité du test. Et la dernière partie, ça c'est une partie qui est très simple, c'est juste la psychologie des tests. Certes, lorsqu'on va travailler dans un environnement, c'est pas facile à comprendre un développeur comme quoi son code n'est pas propre, il y a des anomalies, tout ça. Mais là, on va avoir tout ça, comment on va traiter la psychologie des tests, comment on va gérer l'état d'esprit entre les testeurs entre eux et aussi entre les testeurs et les développeurs. Tout ça, on va voir en détail au niveau de la première partie de la certification STQB. La première partie qu'on aborde lorsqu'on veut passer la certification STQB, c'est déjà que sont les tests. Déjà, pourquoi on fait les tests, les objectifs habituels pour faire les tests. Pas mal de personnes, ils ont travaillé avec des applications, soit qui ne fonctionnent pas correctement, soit que le but derrière cette application, c'est pas ce que vous souhaitez. Ça m'arrive plusieurs fois que je télécharge une application depuis Play Store et par la suite, c'est pour but de faire quoi que ce soit. Et par la suite, je me retrouve, soit il y a beaucoup de publicité, soit l'affichage n'est pas correct, soit les textes ne sont pas lisibles, soit par la suite, après une utilisation, il me demande de payer. Or, l'application, c'était mentionné gratuite. Et là, je la détélécharge, je la désinstalle directement et par la suite, je passe au suivant. Ça, qu'est-ce que ça me rend? C'est une mauvaise expérience avec le produit et du coup, une insatisfaction du client. Par la suite, on ne va plus utiliser le produit. Sûrement aussi pour vous, que ce soit au niveau des produits, au niveau de l'électronique, au niveau de, par exemple, l'utilisation d'un téléphone. Sûrement, vous avez changé votre téléphone et vous avez passé chez un concurrent parce que le téléphone, soit qu'il y avait quelque chose qui va pas, soit carrément, c'est pas quelque chose qui vous intéresse. C'est pour cela. On teste, c'est pour augmenter la satisfaction du client. Aussi pour avoir un retour d'expérience très bien. Lorsqu'on va utiliser une application, on va la réutiliser une autre fois, ainsi de suite. Par exemple, là, on voit par exemple au niveau des réseaux sociaux, il essaie de faire le maximum pour que les personnes, une fois qu'ils utilisent un réseau social, ils l'utilisent pour toujours. Par exemple, que ce soit Instagram, TikTok, tout ça. Ça c'est juste, il sait à l'avance qu'est-ce que le consommateur souhaite avoir et par la suite, il teste et par la suite, il fournit un produit de qualité. Voilà déjà pourquoi on fait les tests. Et déjà aussi, parce que lorsqu'on va vérifier au niveau de l'historique du test, on va sûrement trouver qu'il y avait des dégâts, que ce soit mortels, soit des trains qui n'ont pas été testés correctement. Et ça, on se retrouve avec des cas mortels, soit par la suite, la réputation des sociétés, soit par exemple, problèmes de sécurité, la fuite des informations sensibles des clients, pas mal de problèmes. C'est pour cela, c'est mieux d'anticiper, de verrouiller tous les points, de tout tester avant d'envoyer un produit en production. Comme ça, on augmente la qualité. On augmente la qualité et aussi on augmente la satisfaction client et aussi que ce soit le client qui a juste sponsorisé le produit ou c'est le client final qui va utiliser carrément notre produit. Et il y a aussi déjà une mauvaise impression sur les testeurs, comme quoi ce sont que des personnes qui exécutent des tests. Normalement, le test logiciel, c'est pas que l'exécution de tests. Normalement, c'est de la conception. Les tests que le testeur junior exécute, sûrement, c'est quelqu'un d'autre qui a effectué la conception. On a fait la planification, une stratégie de test. Tout ça, c'est vraiment un domaine avec toutes les mesures nécessaires, que ce soit depuis la planification, le chiffrage, la conception. Il y a un processus de test et l'exécution de test, c'est une partie parmi d'autres.
Voilà, mais mentionné noir sur blanc au niveau de syllabus, l'exécution des tests, y a compris la vérification des résultats, n'est qu'une de ces activités. Le processus de test comprend également des activités telles que la planification des tests, l'analyse, la conception et la mise en œuvre des tests et le suivi de la progression des résultats de tests. Déjà, moi, je demande à toujours des personnes soit qui me suit, soit qui prend mes formations. J'insiste, si vous faites que l'exécution de tests, soit essayez de demander à votre supérieur d'avoir plus de tâches, essayez d'anticiper, demander de mentionner votre motivation au niveau de votre poste et demander plus de tâches, soit par la suite, une fois que vous avez de l'expérience, essayez d'avoir un poste mieux avec des tâches de plus, que ce soit la conception, par la suite de passer vers la planification, la stratégie, comme ça vous pouvez maîtriser toutes les parties au niveau du test logiciel et par la suite vous pouvez passer un poste de test manager par la suite. Pourquoi pas? C'est pas grave lorsque vous commencez avec un poste junior, mais essayez de prendre des tâches au fur et à mesure, comme ça, lorsqu'ils ont besoin que ce soit en interne, ils vont penser à vous parce que vous maîtrisez plusieurs tâches. Soit par exemple, si vous trouvez une autre opportunité, pourquoi pas, vous pouvez changer et aller prendre une autre casquette, que ce soit la conception, la planification, la stratégie, tout ça. C'est très intéressant pour un testeur. Aussi, point essentiel, pourquoi on fait le test? Parce que tout simplement, il y a un client qui nous a donné un projet sur lequel on doit développer, que ce soit une application, un sujet, un projet, quel que soit, que ce soit au niveau des systèmes embarqués, n'importe quel domaine, que ce soit le domaine de santé, les nouvelles technologies, quel que soit le domaine. Il souhaite avoir une application opérationnelle sans anomalie au niveau de la production. Par la suite, il y aura une phase de recette ou les tests d'acceptance où on va présenter notre produit au client. Du coup, sûrement, on doit faire le maximum pour que notre produit doit satisfaire ce client. C'est pour cela qu'on doit tester le maximum. Comme ça, lorsqu'on va présenter ce produit au client, il sera satisfait. Sûrement, il y aura quelques remarques, mais ce n'est pas des remarques qui bloquent l'envoi de notre produit à la production, c'est-à-dire vers le client final qui va utiliser ça. C'est pour cela qu'on insiste à faire les tests. Et c'est pour cela qu'il permet également de s'assurer que le système répondra aux besoins des utilisateurs et des autres parties prenantes de son environnement opérationnel. Lorsqu'on parle ici de parties prenantes, lorsque vous entendez partie prenante ou en anglais stakeholder, c'est tout simplement le sponsor, que ce soit le client qui finance le projet. Parfois, c'est pas la personne qui va utiliser le produit. Je vous donne un exemple. Par exemple, au niveau de transport public, ça se trouve, par exemple, que la ville de Paris qui va financer, par exemple, un TGV. Mais c'est pas la ville de Paris, c'est pas, par exemple, les mairies, tout ça, qui vont l'utiliser. C'est le client final, vous et moi, qu'on va utiliser ce TGV. C'est pour cela. C'est la personne la partie qui va sponsoriser le projet et qui va mener tous les détails fonctionnels avec nous. Voilà, on appelle les parties prenantes. Et on participe avec eux dans une phase qui s'appelle la recette ou les tests d'acceptance. Comme ça, on présente notre produit à ces personnes. Une fois qu'il est validé, dans ce cas, on peut l'envoyer en production. Si cette personne ne valide pas l'envoi de produits en production, dans ce cas, impérativement, on doit corriger toutes les anomalies ou au maximum les anomalies qui bloquent l'envoi vers la production. Et par la suite, on va voir à nouveau une nouvelle séance de présentation avec eux. Et par la suite, on va prendre une décision. On va voir tout ça au niveau de la partie, on va avoir les tests d'acceptance. Parmi les objectifs habituels de test, c'est évaluer les produits d'activité tels que les exigences, les user stories, la conception et le code. Aussi, ça, c'est un point très important. Pour des personnes, pour eux, c'est lorsqu'on a le produit, là, on va commencer le test. Normalement, non. Lorsqu'on va voir les principes de test, il faut tester très tôt. C'est-à-dire, dès avant qu'on aura le code, on va commencer à tester. Pourquoi? Sûrement, on a eu un cahier de charge auprès du client. Et par la suite, il y avait le business analyst qui va effectuer la rédaction des spécifications fonctionnelles ou des user stories. Si on travaille avec des méthodes non agiles, on va parler des spécifications fonctionnelles. Ce sont des documents qui détaillent le fonctionnel de ce produit. Par exemple, pour un site web, on doit avoir la page web
comment on peut acheter des produits, le mode de paiement avec lequel on peut payer ce produit, tous les détails fonctionnels. Que ce soit via, comme j'ai dit, des spécifications fonctionnelles ou des user stories. Par exemple, ce business analyst ou le product owner, si on travaille en mode agile, lors de rédaction, il a mis des erreurs. Dans ce cas, c'est mieux de tester derrière lui. C'est là où on va parler de revue. C'est-à-dire, c'est quand vous avez, par exemple, moi, j'ai mis, par exemple, juste un document Word et j'ai noté ça. Par la suite, vous allez vérifier derrière moi, c'est là où on appelle une revue. C'est-à-dire, juste, vous allez faire une relecture et par la suite, ça se trouve que je me suis trompée, j'ai oublié de noter des éléments ou peut-être j'ai dupliqué des tâches ou peut-être des choses qui sont contradictoires. Lorsque vous allez effectuer votre revue, on va faire les points ensemble et par la suite, on va soit corriger ça, soit qu'il y ait des informations qui nécessitent d'avoir avec le client final, ou les parties prenantes. Dans ce cas, on va informer les parties prenantes. Est-ce que c'est ça ou ça? Ou on demande plus de détails. Par exemple, pour un crédit immobilier, supposons que nous, on a noté que que le business analyst a noté pour les personnes qui ont un salaire entre 2 000 € et 3 000 € et qui vont prendre un crédit qui dépasse 10 ans. Dans ce cas, ils ont un taux de 4,1. Pour la personne, il va trouver dans un autre story, c'est 4,7. Dans ce cas, il va demander est-ce que c'est 4,1 ou c'est 4,7. Si le business analyst a l'information, il va effectuer la correction. S'il n'a pas l'information et pour être sûr, il va revoir ça avec le client et il va demander c'est quoi le taux de crédit pour les personnes entre cette tranche de salaire et entre, par exemple, le cas où on a cité au niveau de crédit immobilier. Je vous donne ça, c'est juste un exemple. Mais là, voilà les cas. Pourquoi on anticipe déjà avant d'entamer le code? Parce que tout simplement, le coût va être plus faible. Parce que ici, on va juste modifier au niveau d'un document Word. Et par la suite, on va augmenter la version. Si c'était un document 1.1, on va faire 1.2. Mais supposons si on a déjà la version en production, et si c'est 4.7 au lieu de 4.1 au niveau de taux de crédit, le client final ne sera pas content. Il va vous dire c'est de l'arnaque. On m'avait informé un taux et là maintenant je me retrouve avec un crédit avec un taux différent, un taux de plus. Or il y a une autre banque qui m'a proposé moins que ça. C'est pour cela on teste pour la satisfaction client. Aussi, vérifier si toutes les exigences spécifiées ont été satisfaites. Ici, toujours c'est au niveau de documentation, on va vérifier est-ce que les points qui ont été cités au niveau des spécifications ou au niveau des user stories et notre produit confirme que tout est OK au niveau de ces exigences. Valider si l'objet de test est complet et fonctionne comme attendu par les utilisateurs et autres parties prenantes. Voilà, on valide lorsqu'on effectue le test. Comme on a dit, par exemple, pour une application bancaire, on va faire la simulation, par exemple, pour un crédit immobilier. Et par la suite, on va voir est-ce que le taux est correct. Là, on passe par carrément, on a dépassé, on a fait les spécifications, le développeur a effectué le développement. Et par la suite, nous, on fait les tests de validation pour confirmer est-ce que le client final souhaite. On a bien déployé tout ça correctement, on l'a développé, on a testé et validé. Par la suite, construire la confiance dans le niveau de qualité de l'objet de test. Prévenir des défauts. Lorsqu'on va tester, on va sûrement prévenir des défauts et trouver des défaillances et défauts. Vous allez me dire, mais c'est quoi défaut, erreur, défaillance? Pourquoi on ne parle pas toujours de bug? Mais c'est pas la même chose. C'est pour cela, on dit défaut et parfois on dit défaillance, parfois on parle d'anomalie. On va voir tout ça en détail. Une partie dédiée que pour ça, comme ça vous parlez. Lorsqu'il y a un défaut, vous allez dire défaut. Lorsqu'il y a une défaillance, vous allez dire c'est une défaillance. Et là, fournir suffisamment d'informations aux parties prenantes pour leur permettre de prendre des décisions éclairées, en particulier de ce qui concerne le niveau de qualité de l'objet de test. Ça, c'est très bien. Lorsqu'on va faire un test, les tests, par la suite, on va dire est-ce que vraiment notre produit, on peut le déployer, on peut l'envoyer en production ou ça nécessite de prendre de recul, de corriger ce qu'on a constaté avant d'envoyer ça en production.
On anticipe, on fait toutes les vérifications nécessaires. Comme ça, lorsqu'on envoie un produit final en production, on est sûr que notre produit respecte certains critères de qualité. Et par la suite, réduire le niveau de risque d'une qualité logicielle inadéquate. Exemple, des défaillances non détectées auparavant se produisant en opération. Voilà les objectifs habituels de test. Pourquoi j'ai dit, et j'insiste sur ça, de lire le syllabus? Parce que tout simplement, ça se trouve que vous allez avoir une question par rapport aux objectifs habituels de test et vous allez avoir une liste et parmi eux, il faut cocher par exemple une ou deux parmi les bonnes réponses et vous allez trouver sûrement parmi les bonnes réponses, quelques-uns, par exemple, prévenir des défauts, trouver des défaillances, réduire le niveau de risque, valider si l'objet de test est complet. Voilà. C'est pour cela, c'est mieux, comme ça vous pouvez répondre aux questions avec les bonnes réponses. Au niveau de cette partie, on va voir la différence entre les tests et le débogage. Le test, ce n'est pas le débogage. Il faut faire attention et savoir qui fait quoi. Le test, c'est la tâche de testeur et le débogage, c'est la tâche de développeur. Tout simplement, le test, c'est pour vérifier est-ce qu'il y a des défaillances au niveau du système, est-ce qu'il y a des défauts, tout ça. Et par la suite, on va informer le développeur et par la suite, le développeur va corriger cette anomalie. Et lorsque le développeur va effectuer une analyse pour corriger ça, c'est ça ce qu'on va faire, qu'on va nommer le débogage. Par exemple, si vous avez déjà effectué le développement, lorsque vous écrivez un code et vous avez des erreurs, qu'est-ce que vous allez commencer à faire? C'est comme vous pouvez commencer à supprimer des blocs de code, c'est juste, vous pouvez les mettre en commentaire, comme ça c'est juste pour savoir où ça bloque. Vous pouvez faire des analyses, savoir est-ce que vous avez oublié une point-virgule, des accolades, tout ça. Voilà, ça c'est la tâche de développeur. C'est lui qui va débugger, il va analyser, savoir la source, la racine de l'anomalie pour qu'il puisse la corriger. Nous, simplement, lorsqu'on fait les tests, on va créer une anomalie, on va remonter tous les détails nécessaires, mais lorsque vous créez une anomalie, vous devez donner tous les détails nécessaires, la description de votre anomalie. Par la suite, je vais vous laisser aussi un exemple de création d'anomalie. Comme ça, vous aurez une idée comment on peut créer une anomalie correctement. On informe le développeur qu'il y a une anomalie. Par la suite, une fois que le ticket est affecté au développeur, il va commencer à analyser pour trouver et corriger le défaut. Et c'est ça la tâche de développeur. C'est pas le testeur qui va analyser, c'est plutôt le développeur. Et voilà, c'est ça l'étape de débogage. Pour faire la différence, le testeur effectue le test, le développeur va effectuer le débogage pour analyser, savoir de quoi il s'agit. Et par la suite, il va corriger le problème. Nous, par la suite, lorsque le développeur va corriger l'anomalie, c'est nous, on va anticiper après. C'est les tests de confirmation. Voilà, par la suite, c'est le test de confirmation. Le test de confirmation, tout simplement, juste on confirme est-ce que les corrections qui étaient apportées au niveau du système ont résolu le défaut. Par exemple, le cas où on a eu, par exemple, pour le crédit immobilier, est-ce que lorsqu'ils vont corriger, on peut avoir, par exemple, 4,1 au lieu de 4,7 au niveau de taux de crédit immobilier, par exemple. Moi, en tant que testeur, lorsque je vais faire une simulation, je vais choisir, par exemple, un salarié qui a un salaire entre 2 000 € et 3 000 €, un crédit qui dépasse les 10 ans. Par la suite, je vais vérifier le taux. Si c'est 4,1, c'est bon, c'est corrigé. Si 4,7, dans ce cas, je vais dire le problème persiste toujours. Et dans ce cas, je vais renvoyer à nouveau l'anomalie à l'équipe de développeurs. Les développeurs, un ou plusieurs, selon le contexte de projet, vont analyser, donc ils vont débugger ça pour effectuer une analyse et savoir de quoi il s'agit afin de corriger le problème. Voilà la boucle. Le testeur teste lorsqu'il trouve une anomalie. Il va informer le développeur va analyser, va débugger, trouver la solution et par la suite, il nous envoie le ticket. Nous, les testeurs, on va vérifier est-ce que le problème a été résolu ou pas et ça, on appelle un test de confirmation. C'est tout simplement pour confirmer que le problème est résolu. Au niveau de cette partie, on va voir pourquoi les tests sont-ils nécessaires, la contribution du test au succès du projet, l'assurance qualité et le test.
Normalement, pourquoi les tests sont nécessaires? C'est tout simplement pour augmenter la qualité, la satisfaction du client, la qualité du produit, et tout simplement parce que sûrement, lorsqu'on vérifie au niveau de l'historique des sociétés, il y a pas mal de problèmes qui ont perturbé la réputation, soit carrément des personnes qui souhaitent plus travailler avec des sociétés parce que tout simplement, le produit n'était pas satisfaisant. Et c'est pour cela, lorsqu'on essaye, on essaie de maximiser la satisfaction client. Comme ça, la société qui va travailler avec nous, il va travailler encore, il va rester avec nous, que ce soit pour des mises à jour, pour renouveler le système. S'il y a des évolutions, surtout actuellement, il y a beaucoup de changements, des évolutions. Parfois, on signe des contrats avec des sociétés pour 1 an, 2 ans, et on reste pour eux pour 6 ans, 7 ans de plus, parce qu'il y a tellement des évolutions, et à chaque fois, si le produit est satisfaisant, ils vont rester, on travaille en collaboration avec nous, parce que s'ils souhaitent carrément changer, ça nécessite de voir que le système actuel doit correspondre au système qui va être créé par la nouvelle société. C'est pour cela, pour nous, c'est bien de produire un produit de qualité, mais aussi pour le client final, c'est très bien. Comme ça, il n'a pas besoin de réexpliquer à nouveau le besoin, de voir avec une nouvelle société, de signer tous les contrats, de voir déjà les échanges avec les sociétés, avec le client final, tout ça. C'est une perte de temps pour les deux. Pour la première société, c'est déjà une perte d'argent, parce que lorsqu'ils vont perdre un client, c'est sûrement des contrats qui valent. Lorsqu'on parle des projets des grandes sociétés, parfois on trouve qu'il y a par exemple le projet des TGV, ce sont vraiment des millions d'euros, et c'est dommage si une société perd de l'argent lorsqu'il teste pas un système embarqué correctement. Ça, je donne un exemple. Au niveau du domaine de santé, aussi, ce sont des machines qui valent de l'argent. Et aussi, ça touche directement à la santé des personnes, que ce soit par exemple des appareils qui sont branchés, par exemple, concernant le battement des cœurs, qui vérifient par exemple la tension, tout ça. On doit avoir 0 défaut, et c'est pour cela on doit être vigilant au niveau des tests. C'est pour cela les tests ils sont nécessaires. Aussi, par rapport à la contribution de tests au succès, actuellement on voit qu'il y a des sociétés de plus en plus, ils créent carrément des environnements de tests, créer des emplois pour avant ils n'ont jamais pensé à avoir des testeurs au niveau de la société. Heureusement, il y a des grosses sociétés qui ont depuis toujours, ils ont des services de tests, et qu'ils savent que la qualité valent de l'argent, valent de la réputation et tout ça. Mais actuellement, on voit de plus en plus qu'il y a des sociétés qui migrent vers le testing, et carrément qu'il y ait des pôles vers le test, et c'est pas que le développeur qui va créer le code et c'est lui qui va le tester. Pourquoi? Nous, c'est pas une sous-estimation de la tâche de personne, que ce soit le développeur ou le testeur, parce que là, on va le voir au niveau de la psychologie de test, puisque là, parfois, on juge la qualité du produit et on ne juge pas la personne. Ça se trouve que la personne, lorsqu'il a créé l'anomalie, lorsqu'il a codé le code, ça se trouve qu'il n'a pas eu le temps suffisamment, le chiffrage, la pression auprès de la hiérarchie, comme quoi il faut livrer, il faut envoyer le code à l'équipe de test pour le tester, et par la suite, ça se trouve qu'il y a des bugs au niveau de produit. Ça de 1. Par la suite, ça se trouve que déjà le système est complexe, le fonctionnel est complexe, et ça arrive déjà, que ce soit l'équipe de test ou l'équipe de développement. Pour eux, le fonctionnel est complexe, ça prend du temps pour le comprendre, et pour la personne, s'il n'a pas bien compris le fonctionnel, ça se trouve qu'il va créer un code qui n'est pas satisfaisant, et c'est pour cela il y aura une autre équipe qui va juger le travail. Supposons que c'est le développeur qui va créer le code. Pour lui, il est sûr que son code fonctionne, du coup lorsqu'il va le tester, il va le valider. C'est mieux d'avoir une autre ressource qui va le tester, comme ça on aura une vérification neutre au niveau de produit. Lorsqu'on teste, on teste le produit et on ne teste pas le travail d'un développeur. C'est ça, il faut faire la différence. On ne juge pas le travail d'une personne, mais plutôt on juge la qualité de produit. Parce que lorsqu'on va livrer, on va livrer un produit final, et c'est le travail d'équipe. Il faut faire attention à ça. Nous, on livre un produit de qualité, quelles que soient les personnes qui ont participé à ce travail. Et ça crée un climat
de confiance, que ce soit entre les testeurs et les développeurs. On est là, c'est pas pour trouver des problèmes ou pour faire du travail de plus pour les développeurs, mais on est là, c'est juste parce que ça se trouve que entre d'une phase à une autre, ça se trouve que même l'environnement que le développeur est là n'est pas ISO-prod, et du coup pour l'équipe de validation, ils ont un système qui correspond parfaitement à l'installation chez le client final, et lorsqu'on va mettre le code, l'application au niveau de l'environnement ISO-prod, on va constater qu'il y a des anomalies. On essaie d'expliquer, c'est rien contre les développeurs, rien contre l'équipe de réalisation. Bien sûr, ils font du super travail, ils sont là pour réaliser ce qu'on demande, mais nous, derrière, on fait les tests pour augmenter la qualité et aussi pour satisfaire le client final. Et nous, vraiment, c'est les derniers en contact direct avec le client final. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, sûrement, ils vont nous demander pourquoi ce n'était pas vu au niveau du service de validation. C'est pour cela on essaye à contribuer au succès et c'est pour cela le testeur peut effectuer la participation à la revue des exigences, au raffinement des user stories. Si vous travaillez en agilité, on parle des raffinements des user stories, c'est-à-dire on va vérifier l'user story, est-ce que correspond parfaitement, est-ce qu'on a bien compris le besoin du client, parce que parfois si le fonctionnel est difficile, pour vous, même pour tester le cas de test, ça va être difficile pour vous. Il faut bien comprendre le besoin, qu'est-ce qu'on souhaite faire, surtout dans des systèmes qui sont complexes. Par exemple, le système bancaire, ça va, c'est simple. Vous comprenez, par exemple, lorsqu'on parle de crédit immobilier, comme quoi on essaie d'avoir un taux de crédit, l'âge de la personne qui va prendre le crédit. Par exemple, pour les systèmes de fidélité, on essaye par exemple de fidéliser type de personnes, par exemple juste d'avoir les jeunes, les étudiants, comme ça par la suite lorsqu'ils vont devenir des salariés, ils vont rester au niveau de notre banque. Mais supposons vous travaillez pour un organisme où le fonctionnel est complexe ou qui date depuis des années, sûrement vous allez avoir des difficultés. Et dans ce cas, c'est bien d'avoir des revues des exigences ou des raffinements des user stories. Comme ça, par exemple, si vous ne comprenez pas le fonctionnel au niveau des user stories, il faut demander tout simplement, soit au business analyst ou product owner, c'est quoi, de quoi il s'agit, soit vous, soit l'équipe de développement, et vous allez rentrer en discussion sur le sujet, vous allez mieux comprendre. Si vous allez comprendre les user stories, sûrement vous pouvez concevoir des cas de test qui correspondent parfaitement à ces user stories et sûrement vous allez effectuer le test correctement. Parce que si vous avez du mal à comprendre le système, sûrement vous ne pouvez pas le tester. Par exemple, si moi je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'une application fait, je ne peux pas la tester parce que tout simplement, je vais peut-être faire de smoke testing. Par exemple, c'est juste comme lorsque vous allez vérifier smoke testing, c'est peut-être comme les singes. C'est juste en train de taper, mais c'est juste, je ne sais pas le résultat. Qu'est-ce que j'attends derrière juste de taper à gauche, à droite au niveau des boutons, mais je ne sais pas qu'est-ce que réellement l'attendu. Normalement, nous, lorsqu'on fait les tests, on a le résultat, on sait à l'avance c'est quoi le résultat attendu. Voilà, par la suite, on a dit, pourrait permettre de détecter des défauts dans ces produits d'activité. L'identification et élimination des défauts dans les exigences réduit le risque de développement des fonctionnalités incorrectes ou non testables. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de tester très tôt, c'est tout simplement lorsqu'on va détecter, par exemple, l'erreur de taux de crédit 4,1 au lieu de 4,7, déjà au niveau des spécifications. On n'a pas commencé le code. Du coup, ça va être plus simple. C'est juste, on va corriger une valeur dans un fichier et basta. Si on a passé au code et par la suite chez le client final pour analyser, vérifier la source, le bloc de code, est-ce qu'il est en communication avec d'autres parties, ça va prendre du temps pour effectuer le débogage qu'on a parlé ici au niveau de cette partie, le temps d'analyse, le temps de la correction. Et carrément, ça se trouve qu'on va refaire le bloc de développement, on va tout développer la fonctionnalité dès le début, ça prend énormément du temps. Le testeur par la suite, il doit effectuer le test et c'est vraiment un coût de test très élevé. Ici, si on constate les tests avant de développer, ça va, c'est simple. On peut juste effectuer une modification au niveau des fichiers. Et là, le fait que le testeur travaille en étroite collaboration avec les concepteurs du système pendant la conception du système peut aider chaque partie à mieux comprendre la conception et la façon de la tester. Cette meilleure compréhension peut réduire
le risque de défaut de fond dans la conception et permettre d'identifier les tests à un stade précoce. Ça, c'est très bien. Par exemple, si vous commencez dès le démarrage d'un projet, vous êtes tout le temps en communication avec les personnes qui vont effectuer la conception du système, vous savez, vous maîtrisez la partie, le fonctionnel, vous savez très bien de quoi il s'agit, l'application répond à quel besoin, et aussi même au niveau de technique, vous savez, vous êtes à jour au niveau de communication, que ce soit avec le business analyst, que ce soit avec l'équipe de développement. Du coup, vous savez à l'avance de quoi il s'agit et vous allez tester correctement l'application. Le fait que les testeurs travaillent en étroite collaboration avec les développeurs pendant le code et pendant que le code est en cours de développement peut augmenter la compréhension du code et de la façon de le tester pour chaque partie. Cette meilleure compréhension peut réduire le risque des défauts dans le code et les tests. Ça aussi, il y a une partie qu'on appelle le pair testing. Le pair testing, c'est tout simplement, on a une équipe qui va tester et une équipe qui va développer. C'est le même principe qu'on a parlé tout à l'heure pendant les revues, c'est-à-dire c'est moi qui ai rédigé un document et vous, derrière moi, vous allez vérifier est-ce que j'ai fait, par exemple, une faute, est-ce que j'ai fait, par exemple, des erreurs, une partie qui manque, pour vous, quelque chose n'est pas détaillé. C'est un petit peu la même chose que les développeurs vont faire au niveau de code. Vous allez écrire, par exemple, si vous êtes un développeur, pour faire le pair testing, c'est tout simplement, c'est vous qui va développer et moi derrière vous, je vais voir est-ce que votre code est propre. Lorsqu'on va parler de propre, c'est-à-dire c'est un code qui est lisible. On va penser, par exemple, si la personne va quitter la société ou carrément juste il a quitté le projet, il a commencé à travailler dans un autre projet, peut-être est-ce que son code peut être exploité par une autre personne? Est-ce qu'il est réutilisable? Est-ce qu'on peut le mettre à jour? S'il n'y a pas de commentaires, s'il y a des lignes de code à gauche à droite, on ne peut pas savoir, on ne peut pas le maintenir, on ne peut pas le corriger. Et s'il y a des défauts, s'il y a des anomalies, le débogage va être difficile. Déjà pour comprendre les blocs de code que le développeur a créés, ça va prendre énormément de temps. C'est pour cela, c'est mieux de faire les ateliers de pair testing comme ça, ou juste peut-être des process de l'amélioration continue, comme ça, ou des bonnes pratiques pour, par exemple, la création du code. Par exemple, pour les développeurs. Comme ça, les personnes, ils vont respecter certains standards, que ce soit d'avoir, par exemple, des lignes où il y a des commentaires. On sait que cette partie va aborder quelle partie de code, la communication avec d'autres parties. Comme ça, le code doit être, bref, le code doit être lisible par d'autres développeurs. Et aussi, on va faire réciproquement. Peut-être c'est moi qui va par la suite développer et c'est vous qui va me donner toutes les remarques. Pourquoi? Ce sont des remarques constructives. Par la suite, je peux voir les défauts au niveau de mon code. Ça arrive au niveau de au niveau de nos quotidiennes. Si on fait quelque chose, pour nous, c'est quelque chose qui était fait correctement. Et par la suite, avec les remarques, avec les ajustements, on peut faire mieux. C'est ça ce qu'on souhaite. C'est juste, il y a des personnes qui vont juste nous dire les choses à améliorer. Et par la suite, ça se trouve que même lorsque on va vérifier le code par la suite, on va dire, ah oui, justement, oui, je n'ai pas fait attention. Pour moi, ça c'est quelque chose qui est simple, c'est pas la peine de le détailler. Mais c'est mieux d'avoir les bonnes pratiques, que ce soit au niveau de la lecture de code, que aussi pour les testeurs, comment ils peuvent tester, d'avoir les bonnes pratiques au niveau de l'élaboration de notre produit, le développement, le test. Comme ça, on livre au client final un produit de bonne qualité. Le fait que les testeurs vérifient et valident le logiciel avant sa sortie permet de détecter des défaillances qui auraient pu être manquées et aide au processus d'élimination des défauts ayant causé les défaillances, c'est-à-dire le débogage. Cela augmente la probabilité que le logiciel répond aux besoins des parties prenantes et satisfaire les besoins, les exigences. Voilà. Déjà, par exemple, si on a un environnement ISO-Prod, c'est-à-dire qu'il a les mêmes, par exemple, la même configuration, par exemple, la base de données, le serveur et tout, comme la production, et on va commencer à tester notre système fonctionnellement, c'est-à-dire, si c'est comme un site de Amazon, acheter par exemple des produits, ajouter par exemple des produits au niveau du panier, par la suite revenir pour rajouter d'autres produits,
payer avec en combinant deux moyens de paiement, c'est-à-dire je souhaite payer par exemple 10 € en carte bancaire et 10 € par carte cadeau et savoir s'il y aura des anomalies. Bref, tous les tests possibles que le client final peut faire. Par exemple, moi je peux commencer à faire des achats. J'ai reçu par exemple au niveau de mon anniversaire, mon équipe de travail m'a offert, par exemple, ils ont fait une cagnotte, ils m'ont offert une carte cadeau. Par la suite, je souhaite acheter avec cette carte cadeau au niveau de Amazon. L'équipe m'a offert par exemple 100 € et moi le produit que je souhaite avoir, peut-être un sac de 140 €. Du coup, je peux ajouter, je dois payer de plus 40 € avec ma carte bancaire. Si par la suite il y a une anomalie, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais quitter le site. Et par la suite, je ne vais pas acheter le produit. C'est ça ce qui arrive. Lorsque vous avez un problème, vous préférez tout quitter que d'attendre. Ça se trouve que vous allez payer et ça, il va prendre peut-être 140 € au niveau de la carte, plus les 100 € du carte cadeau. Et on sait qu'avec les cartes cadeaux, il y a des problèmes pour avoir votre argent par la suite. C'est pour cela, nous, à l'avance, on fait les tests. Par exemple, si on a un site de e-commerce, on va faire les tests. Et s'il y a un problème, on va anticiper pour le corriger. Les développeurs vont corriger l'anomalie. Nous, derrière eux, on va tester. Une fois qu'il est OK, on peut dire comme quoi, voilà, la combinaison d'avoir deux moyens de paiement, que ce soit le chèque plus carte bancaire, le carte bancaire plus, par exemple, PayPal, carte bancaire plus les cartes cadeaux, il n'y a pas de problème. Voilà comment on fait déjà les tests au niveau de la dernière phase où il y a les tests d'acceptance ou peut-être pour les tests pour vérifier les fonctionnalités. C'est tout simplement, on fait les tests comme un client final qui va utiliser notre produit pour savoir, par exemple, comment notre système va répondre. Est-ce qu'il y a des délais d'attente? Supposons que vous voulez accéder au site. Et déjà pour payer, vous avez une fenêtre où il y a patienter s'il vous plaît. Si la fenêtre va rester affichée pendant 5 minutes, c'est sûr que vous allez abandonner vos achats. Sauf s'il y a vraiment une promotion de ouf, c'est là où vous allez attendre. Mais sûrement, s'il y a un autre site, un autre concurrent, sûrement vous allez quitter l'application, vous allez partir vers le concurrent. Voilà pourquoi on fait les tests. C'est juste pour avoir toutes les anomalies que le client final peut avoir et qui peut abandonner notre système ou peut-être qu'il va avoir une mauvaise expérience avec notre système. Nous, on essaye de tout faire pour minimiser qu'il y aura des anomalies au niveau de la production. Au niveau de cette partie, on va voir c'est quoi assurance qualité et test. Parfois, on dit que l'assurance qualité, c'est le test, mais normalement, non, c'est pas pareil. L'assurance de test et le test ne sont pas les mêmes, mais ils sont liés. Comme ça, pour vous, ça se trouve que vous avez une question de genre au niveau de votre certification. Est-ce que c'est la qualité de l'assurance qualité? C'est bien le test. Vous pouvez dire non, c'est faux parce que ils sont liés, mais l'assurance qualité ne correspond pas au test. L'assurance qualité est principalement axée sur le respect des processus adéquats afin de donner l'assurance que les niveaux de qualité appropriés sont atteints. Aussi, si on parle de contrôle de qualité, le contrôle de qualité ou le QC, si vous travaillez en anglais, c'est Quality Control, ici c'est le QA et ici c'est le QC. Le QC comprend diverses activités, y compris des activités de test qui contribuent à l'atteinte de niveaux de qualité adéquats. Les activités de test font partie du processus global de développement ou de maintenance de logiciels. Pour faire simple, la partie de test, c'est toute la partie on va effectuer, que ce soit depuis le processus de test, que ce soit la planification, la conception, l'exécution, toutes les parties de test. Et l'assurance qualité, c'est tout simplement pour savoir est-ce qu'on respecte les processus adéquats pour augmenter l'assurance de qualité de produit. Et par la suite, le contrôle de qualité, c'est bien sûr, il y a plusieurs activités. Parmi eux, c'est les activités de test. Au niveau de test, au niveau de la certification niveau fondation, ce qui vous demande, c'est juste d'avoir est-ce que la différence entre le test et l'assurance qualité. Lorsque vous allez passer les autres niveaux, dans ce cas, vous devez être capable d'effectuer carrément le contrôle qualité.
Au niveau de cette partie, on va expliquer c'est quoi erreur, défaut et différence. S'il vous plaît, il faut bien comprendre parce que sûrement vous allez avoir des questions par rapport à cette partie. Que ça soit, est-ce que ça c'est une erreur ou une différence? Est-ce que la différence entre erreur et différence et défaut, vous devez les comprendre et les maîtriser. On va voir ça, de quoi il s'agit et je vais vous donner des explications pour illustrer ça. Déjà, lorsqu'on parle de erreur, défaut et différence, c'est tout simplement une personne, il a commis une erreur. C'est tout simplement, par exemple, lorsqu'on a parlé de crédit immobilier, la personne, au niveau des spécifications, il a noté 4,7 au lieu de 4,1. D'accord? Lorsque la personne va effectuer par la suite, c'est du coup, il a fait une erreur qui a engendré un défaut. Par la suite, le développeur va se baser sur ça pour développer. Par la suite, ça se trouve que aussi le testeur, lorsqu'il va tester, il va tester en se basant sur 4,5. Du coup, on a un problème. Par la suite, lorsqu'on va trouver, que ce soit le testeur ou n'importe quelle personne qui va détecter que c'est 4,1 au lieu de 4,7, lorsque peut-être un client souhaite prendre un crédit, par la suite, on constate en production qu'il y a un problème de valeur. Dans ce cas, ça, c'est une défaillance. Défaillance, c'est le résultat de l'erreur et défaut. De l'erreur qui a été commise par le business analyst. Ça se trouve qu'on aura toujours des erreurs qui sont bien présentes au niveau de l'application, mais ils n'ont pas encore converti à des défaillances. On a des problèmes, mais ils ne sont pas vus côté production. Mais là, quand même, lorsqu'on a l'erreur, par la suite, on a défaut et défaillance. Voilà la définition que vous allez avoir ici. Une personne peut faire une erreur, ce qui peut conduire à l'introduction d'un défaut, faute ou bug, dans le code du logiciel ou dans un autre produit d'activité connexe. Une erreur qui a conduit à l'introduction d'un défaut dans un produit d'activité peut déclencher une erreur qui conduit à l'introduction d'un défaut dans un produit d'activité connexe. Par exemple, une erreur d'élucidation d'exigences peut conduire à un défaut au niveau des exigences qui se traduit ensuite par une erreur de programmation qui conduit à un défaut dans le code. C'est un défaut dans le code qui a été exécuté. Cela peut causer une défaillance, mais pas nécessairement dans toutes les circonstances. Par exemple, certains défauts nécessitent des valeurs de données d'entrée ou des conditions préalables très spécifiques pour déclencher une défaillance, ce qui peut se produire rarement ou jamais. Peut-être au niveau des taux de crédit, on va dire pour les personnes qui dépassent peut-être les 45 ans, s'ils font par exemple un crédit de 5 ans, pour 5 ans, ils ont un taux de 3,6. Peut-être nous, on a déjà l'erreur qui a été faite auprès de B1 au niveau des spécifications. Le développeur, il s'est basé pour lui, il a fait le bon travail parce qu'il s'est basé sur les documents du business analyst. Du coup, on a un élément qui est pas correct par rapport à l'utilisateur final. Mais nous aussi, lorsqu'on a fait les tests, on se basait sur les spécifications fonctionnelles. Du coup, on s'est basé peut-être pour la valeur 4,7. Et par la suite, soit si par exemple, on n'a pas eu un client qui réclame que le taux n'est pas correct, pour nous, on ne va pas détecter le défaillance. D'accord? Voilà, il y a toujours des erreurs, défauts et défaillances. Il faut juste faire attention et savoir de quoi il s'agit. Là, par la suite, ici, par exemple, au niveau de l'erreur, ça se trouve peut-être pour les documents, ils sont corrects. Par exemple, le business analyst a bien noté 4,1. Mais peut-être pour le développeur, lorsqu'il a fait le développement, au lieu de noter 4,1, il a noté 4,11. Dans ce cas, où il a noté 4,7. C'est juste erreur de frappe. Mais par la suite, nous, peut-être l'équipe de test, lorsqu'on a eu un système isoproduction et on a eu des cas de test qui couvrent ce cas de test. Lorsqu'on a ce scénario, lorsqu'on a effectué le test, on a détecté qu'il y a une défaillance. Du coup, c'est l'équipe de test qui a effectué la défaillance. Lorsque le développeur, nous, on va créer l'anomalie. L'équipe de test qui a créé l'anomalie pour cette défaillance de 4,7 au lieu de 4,1, on a un défaut et on a une erreur. Qui a fait ça? Lorsqu'on va vérifier, on va trouver que c'est le développeur qui a fait quelque chose qui ne correspond pas aux spécifications, qui a fait une erreur
de saisie, de erreur de frappe, il a mis un défaut au niveau du code et lorsqu'on a exécuté ce code, il a eu défaillance. Voilà, défaillance, c'est le résultat de l'erreur qui était commise, peut-être intentionnellement ou peut-être c'est juste en suivant il y a carrément l'erreur au niveau de la documentation ou carrément peut-être au niveau de client, il nous a donné une information qui n'est pas correcte et par la suite, et lorsqu'on a fait les tests devant lui, il s'est rendu compte que c'est pas les valeurs qu'il souhaite. Dans ce cas, il va nous demander d'effectuer les corrections. Et si on les détecte dans cette étape, ça va être plus rapide parce qu'on va corriger juste au niveau de la documentation. Si déjà on a la défaillance, dans ce cas, le développeur doit analyser, débugger pour vérifier dans quelle partie la racine de ce problème et par la suite, il va débugger pour corriger l'anomalie et par la suite, nous, derrière, on va effectuer le test de confirmation pour confirmer que le problème, l'anomalie a été corrigée. Si vous n'êtes pas sûr que est-ce que c'est une erreur, défaut, défaillance, vous pouvez dire qu'on va créer une anomalie. On parle toujours le terme anomalie où vous allez rester propre parce que vous n'allez pas rentrer est-ce que c'est vraiment ces erreurs, défaut, défaillance, mais par rapport à votre certification, vous devez être sûr vous avez bien compris la différence entre erreur, défaut et défaillance. Erreur, c'est vous qui a commis l'erreur et par la suite, ça peut engendrer défauts et défaillances par la suite. Là, pourquoi on peut trouver des erreurs, des défauts et défaillances? C'est tout simplement parce que soit parfois on n'a pas le temps et pour le développeur, il est en train de développer, il a des contraintes de livraison et par la suite, il se retrouve en train de faire des erreurs humaines. Par la suite, la fiabilité humaine. Comme on a dit, peut-être pour le business analyst, peut-être il a entendu 4,1 au lieu de 4,7. Il n'avait jamais eu un document avec les valeurs des taux immobiliers. Et dans ce cas, il a mis juste, les informations n'étaient pas fiables. Et dans ce cas, il a commis une erreur au niveau de ces informations. Et par la suite, l'équipe de développement et l'équipe de test, ils ont utilisé ces informations comme base et on se retrouve avec une défaillance en production. Par la suite, il y a aussi d'autres éléments, c'est l'inexpérience ou le manque de compétences des participants au projet. Ça se trouve qu'on a une personne qui est junior, et il n'a pas posé autant de questions au niveau du sujet, il ne sait pas, il n'a pas posé de questions, se retrouve avec un produit, le résultat, une fonctionnalité qui ne répond pas aux besoins du client final, les parties prenantes. On prend un exemple. Par exemple, on a eu User Story par rapport au problème, par rapport au paiement. Au niveau du User Story, c'est mentionné juste en tant que client, je peux payer mes achats afin d'avoir mes produits. En aucun cas, on n'a pas eu les détails. Par quel moyen de paiement on doit payer? Pour le développeur, lui, c'est automatique, c'est carte bancaire. Et par la suite, on se retrouve que c'était vraiment une information qu'il faut demander auprès de business analyst. C'est le business analyst quand même qui a fait l'erreur parce que quand même, c'est une Epic qui doit la dupliquer à plusieurs user stories où il doit noter le moyen de paiement. Mais comme le développeur n'a pas posé de questions, c'est juste lui, il a pris carte bancaire et il était en train de développer quelque chose qui ne correspond pas à ce que le client souhaite. Aussi, une mauvaise communication. Ça, le manque de compétences et aussi une mauvaise communication, ça rentre en jeu parce qu'on trouve une personne qui est junior, mais avec une bonne communication, si on lui donne tous les éléments, il peut travailler correctement. Une mauvaise communication entre les participants au projet, y compris au sujet des exigences et de la conception. Même au niveau des parties prenantes, par exemple, on prend la ville de Paris, si par exemple pour avoir une nouvelle ligne de TGV, quelque chose, ou par exemple une ligne de transport, ça se trouve qu'on aura plusieurs personnes avec lesquelles on communique. Et chaque personne souhaite avoir le projet d'une manière différente à une autre personne. Du coup, on doit avoir un compromis avec qui on doit communiquer et avec qui on doit avoir les bons éléments, les informations qui sont fiables et qu'on peut l'utiliser. C'est pour cela, au niveau des parties prenantes, il faut désigner les personnes avec lesquelles on doit communiquer. Il ne faut pas juste avoir les informations de gauche à droite, mais vraiment, les sources d'informations doivent être fiables
et on sait avec qui on communique. C'est juste les dirigeants qui ont le pouvoir de prendre des décisions, d'avoir telle et telle fonctionnalité au niveau de nouvelles technologies, au niveau de nouveaux systèmes, ou carrément on doit changer, on doit rajouter des évolutions. C'est eux qui décident les nouvelles fonctionnalités. Voilà, normalement, c'est parfois la mauvaise communication, que ce soit en interne ou en externe avec les parties prenantes, ça peut engendrer des erreurs au niveau de notre produit. La complexité du code, de la conception, de l'architecture, ça c'était vécu. On a travaillé sur un projet qui est complexe et lorsqu'on dit complexe, c'était le fonctionnel qui était complexe. Et lorsqu'on parle de complexe, c'était complexe que ce soit au niveau de business analyst, pour les testeurs et pour les développeurs. Et là, juste pour comprendre de quoi il s'agit, la communication, lorsqu'on va cliquer par exemple sur un bouton, la communication d'une API avec une autre, le résultat, l'attendu, qu'est-ce qu'on souhaite avoir, s'il y a des erreurs, comment on peut savoir s'il y a des erreurs, surtout si vous avez un système qui communique avec d'autres organismes. Par exemple, vous avez un système qui communique avec par exemple, les personnes qui habitent en France, ils savent par exemple pour la sécurité sociale. Supposons que vous avez votre sécurité sociale, il vous donne parfois des remboursements, d'accord? Du coup, il a vos coordonnées bancaires et tout. Et aussi, il a une communication pour le médecin. Parfois, il vous demande pas des frais. Il met votre carte et par la suite, le système correspond. Mais parfois, toutes ces communications, est-ce que, par exemple, le CPAM, est-ce qu'il va communiquer avec ma banque? Comment ça se fait? Lorsqu'on va faire les tests, est-ce que directement, on sait de quoi il s'agit? La communication entre plusieurs systèmes, parfois, ça rend le système plus complexe. Et aussi, parfois, on n'a pas les autres interfaces. On fait les tests, mais c'est juste, on va les moquer. Par exemple, c'est juste, on va simuler le résultat attendu. Parce que tout simplement, on ne va pas faire appel à d'autres organismes dont il n'appartient pas à notre système. C'est juste, nous, on doit tester juste notre système. On doit tester la communication avec eux, mais en aucun cas, on ne va pas tester les résultats attendus au niveau de leur système. C'est pour cela, parfois même la communication des systèmes est difficile. Et voilà, aussi les malentendus sur les interfaces intrasystèmes, intersystèmes, en particulier lorsque de telles interfaces intrasystèmes et intersystèmes sont très nombreuses. Des technologies nouvelles peu connues. Ça, sûrement pour les personnes qui travaillent dans des sujets qui va être rénové, par exemple, qui souhaitent passer vers de la nouvelle technologie, mais ce sont des systèmes anciens, ils vont confronter à ce genre de situation. Le système est complexe. Pour l'adapter à la nouvelle technologie, c'est difficile. Pour migrer les données qui sont dans la base de données, la communication avec les serveurs, parfois c'est difficile et parfois ça rend le travail plus difficile, que ce soit pour l'équipe fonctionnelle, le business analyst ou le PO, pour les développeurs, pour développer une application qui communique correctement avec le système traditionnel, et aussi pour les testeurs qui souhaitent tester, et il y a une communication avec plusieurs systèmes. En plus des défaillances causées par des défauts dans le code, les défaillances peuvent également être causées par des conditions environnementales. Ça, parfois, vous avez des vérifications que vous pouvez, lorsque vous allez tester, par exemple sur un système qui ne correspond pas parfaitement à la production, vous n'allez pas détecter des anomalies. Mais lorsqu'on va livrer ça en production, on va avoir des anomalies. Ça m'arrivait lorsqu'on a travaillé dans un système, dans un domaine de transport. On fait des tests sur des imprimantes de tickets de transport et on n'a pas eu de problème. On a fait les tests sur, par exemple, en circulant dans la ville, on n'a pas eu de problème. Mais là, une fois qu'on a quitté la ville, on a fait sur des bus interurbains, c'est-à-dire entre deux villes. Et là, lorsque le chauffeur a commencé à rouler avec plus de 110 km par heure, c'est là où on a détecté qu'il y a des problèmes. Tout simplement, il y avait un bourrage de papier parce que l'imprimante ne supporte pas la vitesse de 110 km par heure. Voilà, parfois, même si vous faites les tests, vous n'êtes pas
à l'abri qu'il y aura des problèmes, des anomalies qu'on va détecter en production. C'est pour cela c'est mieux d'effectuer une phase de recette ou même une phase sans le client, une test pré-prod. Comme ça, vous êtes sûr que votre système correspond parfaitement aux besoins du client. Heureusement pour nous, on a anticipé, on a effectué les tests et par la suite, ça s'avère qu'on a des problèmes. Une fois qu'on dépasse les 80 km, il y a un bouage automatique de l'imprimante. Il ne fonctionne pas. Et du coup, on ne peut pas l'utiliser. Et c'était rejeté. Et on a décalé la mise en production à une autre date, le temps qu'on a réglé ça. Voilà. Voilà un exemple. Aussi, par exemple, pour le rayonnement, ça se trouve que pour les personnes qui font les tests, par exemple, au niveau de... Par exemple, pour des interfaces, des écrans mobiles, ça se trouve lorsque vous allez utiliser votre écran. Une fois qu'on change le rayonnement, par exemple avec vous n'aurez pas l'affichage, ça se trouve même lorsque vous utilisez des écrans, lorsque par exemple vous voulez acheter depuis un distributeur, s'il y a beaucoup de luminosité, ça se trouve que vous ne pouvez pas acheter par exemple votre produit au niveau de distributeur automatique. Les champs électromagnétiques, la pollution peuvent causer des défauts dans le firmware, logiciel, système à bas niveau ou influencer l'exécution de logiciels en changeant les conditions matérielles. Les résultats inattendus ne sont pas tous des défaillances. Des faux positifs peuvent se produire en raison d'erreurs dans la façon dont les tests ont été exécutés. Ici, on a parlé de terme faux positif. Qu'est-ce qu'on signifie avec faux positif? Le faux positif, c'est tout simplement, il n'y a pas une anomalie, mais pour le testeur, le testeur a détecté une anomalie. Ça se trouve que son environnement ne correspond pas à l'environnement sur lequel on doit tester. Peut-être il doit avoir une configuration spécifique et la personne n'a pas configuré correctement. Ça se trouve pour lui, il ne maîtrise pas le système et pour lui, il a trouvé une anomalie et par la suite, c'est pas une anomalie. C'est un comportement normal, mais le testeur a détecté, pour lui, c'est une anomalie. Ça, on les appelle des faux positifs. Et normalement, on essaie au maximum que le testeur ne remonte pas beaucoup de faux positifs. Tout simplement parce que sûrement, en tant que test manager, il y aura des KPI, c'est-à-dire au niveau des reporting, on doit pas avoir de taux d'ouverture de tickets à tort. Parce que pour le simple raison, les équipes de développement, ils vont dire qu'on est en train d'analyser, de perdre du temps pour rien. On est en train d'analyser quelque chose. Or, c'est juste une anomalie qui n'existe pas. C'est un faux positif. C'est pour cela, essayez d'avoir de vigilance lorsque vous créez de tickets. Ça crée un problème de confiance chez le testeur. Lorsqu'on dit essayez d'être vigilant, parfois il y a des personnes qui vont être réticentes pour ouvrir des anomalies, pour créer des anomalies. Et là, j'ai eu le cas qu'il y avait des collègues, des personnes qui sont juniors. C'est une anomalie et ils sont en train de tester plusieurs fois le même cas de test parce que tout simplement, ils ne souhaitent pas que l'anomalie soit rejetée. Si vous avez des doutes au niveau de ça, essayez de demander soit à une personne qui a de l'expérience sur le sujet, soit par exemple à votre responsable, soit un collègue, mais ne perdre pas le temps à retester le même cas de test plusieurs fois parce que c'est une perte de temps pour vous et pour l'avancement du projet. Lorsque vous avez des doutes comme quoi il y a une anomalie, vérifiez est-ce que votre installation correspond parfaitement à l'installation demandée, c'est-à-dire l'environnement correspond parfaitement. Si tout est OK, dans ce cas, vous pouvez créer l'anomalie. Si vous avez des doutes, dans ce cas, vous pouvez vérifier avec quelqu'un d'autre avant d'envoyer l'anomalie en production, ou l'équipe de développement, pardon. Parce qu'une fois que l'équipe de développement va prendre le ticket, ils vont effectuer l'analyse et par la suite, ils vont vous renvoyer le ticket pour la clôturer, comme quoi c'est juste ticket à tort. Et vous serez pénalisé au niveau des KPI, comme quoi vous faites l'ouverture des tickets à tort pour des faux positifs. Là, pour des faux positifs, ça peut que c'est juste pour vous, c'est un problème d'environnement, un problème de livraison,
la version que vous êtes en train de tester n'est pas la bonne. Peut-être les spécifications fonctionnelles, ils ont été à jour, mais vous n'avez pas fait attention. Lorsqu'on parle de spécifications fonctionnelles, on a dit c'est la documentation qui était rédigée par les business analysts. Au niveau de société, selon le contexte du projet, ça se trouve que vous allez avoir un business analyst ou plusieurs business analysts. Pourquoi il faut savoir travailler toujours sur la dernière version? Parce que tout simplement, peut-être le client final a souhaité effectuer des modifications, à retirer des fonctionnalités, à remplacer par d'autres fonctionnalités, à modifier des fonctionnalités qui existent. Et tout simplement, pour le business analyst, qu'est-ce qu'il va faire? Les spécifications, c'est comme ce document. C'est juste peut-être le client a souhaité modifier une partie. On va écraser cette partie. On va créer par exemple la nouvelle fonctionnalité. Et c'est juste, on va incrémenter le document avec une nouvelle version. Par exemple, si on était à 1.3.3, on va mettre le 1.3.4. En incrément. Si par exemple, nous on est dans la version 1.3.8 et le testeur toujours a sauvegardé les spécifications 1.3.5, ça se trouve qu'il va créer des faux positifs parce que les spécifications ne sont plus à jour. Essayez d'être vigilant. Nous, on a tendance, bien sûr, que la majorité des personnes, ils n'essaient pas de vérifier au niveau des documents partagés. Ils téléchargent un document, ils le laissent dans son PC et par la suite, ils l'utilisent. Mais essayez de vérifier. Si vous téléchargez des documents, essayez de vérifier est-ce qu'il n'y a pas un document qui a été partagé par l'ensemble d'équipes. Dans ce cas, essayez de remplacer les spécifications que vous avez avec la nouvelle. Comme ça, lorsque vous testez avec une bonne base. Et aussi, lorsque vous faites la conception de vos tests, vous faites la conception avec une base des spécifications qui sont correctes. Voilà comment on peut avoir des défauts positifs, juste intentionnellement, parce que nous, on se base sur les spécifications, mais c'est juste la version a été incrémentée, a été à jour suite à une demande de client final, ou peut-être il y avait déjà des communications entre le BA et le client, et par la suite, ça retrouve comme quoi le client final souhaite effectuer des modifications au niveau de quelques fonctionnalités. Voilà pourquoi vous devez faire de la vigilance. C'est pour cela que j'ai dit que le domaine du test, c'est pas juste qu'on appuie sur un bouton et on dit que est-ce que le test a été OK ou pas. C'est plusieurs étapes de la vigilance, de l'anticipation, anticiper tous les points. Lorsque, par exemple, vous avez trouvé quelque chose qui correspond pas au résultat attendu, vérifiez est-ce que votre environnement est correct, vérifiez la documentation, est-ce que vous avez la dernière version avant de créer une anomalie, parce que sinon, vous allez avoir des allers-retours de votre ticket auprès de vous et auprès des communications auprès de l'équipe de développement. Par la suite, ils vont vous renvoyer le ticket pour la clôturer, comme quoi juste ticket à tort, et vous serez pénalisé au niveau de votre reporting par rapport à la création de tickets à tort. Au niveau de cette partie, on va parler de défauts, causes racines et effets. Tout à l'heure, on a parlé de erreurs, défauts et défaillances. Maintenant, on va parler de défauts et causes racines. Lorsqu'on détecte une anomalie, il faut sûrement analyser et savoir de quoi il s'agit. C'est pour cela qu'on a parlé de débogage. C'est la tâche de développeur. Il doit savoir la cause racine parce que ça se trouve que vous allez déclarer plusieurs anomalies et c'est la cause racine. C'est un seul problème qui a engendré tous ces problèmes. Il faut trouver la cause racine pour corriger et éviter des éventuels problèmes en production. Voilà, les causes racines de défauts sont les premières actions ou conditions qui ont contribué à la création des défauts. Les défauts peuvent être analysés pour identifier leurs causes racines afin de réduire l'apparition de défauts similaires à l'avenir. En se concentrant sur les causes racines les plus importantes, l'analyse des causes racines peut conduire à des améliorations de processus qui prévient l'introduction d'un nombre important de défauts futurs. Par exemple, supposons que des paiements d'intérêt incorrects dus à une seule ligne de code incorrecte se traduisant par des plaintes de clients, le code défectueux a été écrit par une user story qui a été ambiguë
en raison de la mauvaise compréhension par le Product Owner de la façon de calculer les intérêts. S'il existe un pourcentage élevé de défauts dans les calculs d'intérêts et que ces défauts ont leur cause racine dans les incompréhensions similaires, le Product Owner pourra se former au calcul des intérêts afin de réduire le nombre de tels défauts à l'avenir. Dans cet exemple, les plaintes des clients sont des effets, les paiements d'intérêts incorrects, ce sont les défaillances, le calcul incorrect dans le code est un défaut et il résulte des défauts d'origine, l'ambiguïté dans la user story. La cause racine du défaut initial était un manque de connaissances de la part du Product Owner, ce qui conduit à faire une erreur lors de la rédaction de user story. Le processus d'analyse des causes racines a été traité au niveau de syllabus pour le niveau expert. Mais pour vous, il faut juste comprendre la différence entre le défaut et les causes racines et les faits. Et déjà, pourquoi on cherche les causes racines? Déjà, même si lorsque vous partez chez le médecin, il essaie de savoir, normalement, si vous êtes enrhumé, le nez qui coule et tout ça, c'est juste les effets de la maladie ce que vous avez. Et pour le médecin, il doit savoir la maladie pour qu'il vous donne les médicaments qui correspondent à votre maladie. C'est pour cela qu'il essaie de vous poser autant de questions pour savoir de quoi il s'agit. C'est le même principe. Pour nous, on doit détecter des problèmes. Nous, les testeurs, les développeurs, ils vont débugger, ils vont analyser pour trouver de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un problème au niveau du code, un bloc de code qui ne correspond pas? Est-ce que carrément c'était la faute de business analyst qui a communiqué des informations incorrectes? Et dans ce cas, on doit savoir de quoi il s'agit. Supposons que c'est les mêmes équipes de développement qui ont un problème. Par exemple, on a une équipe back-end et une équipe front-end, ou par exemple, on a au niveau d'équipe une qui s'occupe de développement mobile, une pour les applications web et tout ça, et toute la partie mobile, à chaque fois, on trouve qu'il y a de problèmes. Dans ce cas, on va voir, est-ce qu'ils n'ont pas de la pression au niveau du temps, et c'est pour cela ils ont autant de problèmes? Est-ce que carrément, c'est les spécifications qui ne sont pas claires? Est-ce que les user stories qui ne sont pas claires? Et comment on peut les accompagner pour éviter ces causes racines. Les développeurs, ils vont corriger ces causes racines, mais nous, l'ensemble de l'équipe, que ce soit les test managers, le responsable de développeur et tout ça, on doit trouver une solution pour éviter ces problèmes. Si le chiffrage ne correspond pas à notre équipe, si par exemple, on a une vélocité qui dépasse largement carrément l'énergie de notre équipe, il faut l'ajuster. Pour faire appel, pour les personnes qui ont déjà étudié l'agilité, ils vont savoir c'est quoi la vélocité. La vélocité, c'est tout simplement la capacité de notre équipe à traiter de nombre de user stories. Par exemple, mon équipe peut gérer que 8 user stories. C'est pas la peine que je planifie à chaque fois 10 ou 12 user stories parce que soit qu'ils vont être juste restés au niveau du backlog sans la gestion. Sinon, s'ils vont être traités, sûrement, ils ont été traités rapidement sans prendre en considération la qualité du produit. Et pour nous, c'est pas la peine qu'on produit autant de fonctionnalités si la qualité n'est pas présente. C'est pour cela, on doit savoir bien la vélocité de notre équipe. Si vous êtes un responsable ou vous envisagez être un responsable, pensez à ça. C'est pas la peine de surcharger votre équipe parce que ça va être reflété sur le résultat final de votre produit. C'est mieux d'avoir une cadence normale. On va pas demander de rien faire, mais sûrement l'équipe, il produit quelque chose, il est en train de réaliser, il analyse, il cherche, il conçoit des cas de test, il exécute, il planifie des cas de test, il crée des environnements, on ne va pas les surcharger. C'est pour cela on doit avoir l'équilibre au niveau de notre planning. Si par exemple les causes racines, c'est les plannings si le chiffrage ne correspond pas, si par exemple pour un développeur qui doit avoir 3 jours pour développer une fonctionnalité et nous on met peut-être juste la charge d'une journée, sûrement il va faire de son mieux, il va faire tout ce qui est possible, mais à la fin il va pas livrer un produit de bonne qualité parce que pour simple raison il peut pas inventer, il peut pas rajouter des heures supplémentaires, même s'il rajoute des heures supplémentaires à la maison et tout ça, il peut pas tout traiter parce que vraiment, il y a des fonctionnalités qui nécessitent du temps. Du coup, il faut vraiment allouer du temps à des personnes pour qu'ils puissent travailler correctement.
Voilà, ça peut avoir d'autres critères, c'est juste les causes racines, une mauvaise compréhension du sujet. Dans ce cas, peut-être on doit demander soit au business analyst de faire des ateliers pour comprendre le fonctionnel. Si aussi pour lui, il trouve des difficultés, il n'y a pas de mal à demander de la partie prenante de participer, de faire des réunions, de nous expliquer, de faire des workshops, des ateliers pour nous expliquer le fonctionnel, ses fonctionnalités, de quoi il s'agit. Ici, on a besoin de quelque chose, pourquoi pas on investit au niveau de notre équipe, au niveau des formations, au niveau des ateliers, de coaching. Comme ça, sûrement, ça va être reflété sur ce projet et par la suite sur le projet à venir. Lorsqu'on prépare une personne, sûrement, il va travailler avec nous. Si on lui donne tout ce qui est le climat, tout ce qu'il souhaite, de la bon accompagnement, la formation, le salaire et tout ça, sûrement il ne va pas nous quitter, sûrement il va voir de l'évolution en interne. C'est pour ça qu'il y a plusieurs puzzles, c'est comme on est en train de préparer un sujet, on a des puzzles du gauche à droite et on doit les assembler pour avoir une image de bonne qualité à la fin. Au niveau de cette partie, on va voir les 7 principes du test. Déjà, c'est quoi? Les tests montrent la présence de défauts par leur absence. Les tests exhaustifs sont impossibles. Ça, sûrement, vous allez avoir des questions par rapport à ça. Tester tôt économise du temps et de l'argent. Le regroupement des défauts, le paradoxe de pesticide, les tests dépendent du contexte et l'absence d'erreur est une illusion. On va voir un par un, comme ça vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. La première, les tests montrent la présence des défauts et pas leur absence. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en train de tester. Si vous ne trouvez pas des anomalies, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'anomalies, parce que ça se trouve qu'il y a, comme on a parlé tout à l'heure pour les erreurs et défaillances, ça se trouve que vous avez des erreurs au niveau du code ou au niveau de l'application, mais comme on n'a pas fait la combinaison, par exemple, de chercher, par exemple, le taux d'intérêt du salaire et de l'âge qui est supérieur à 45 ans, peut-être on n'a pas fait de test par rapport à ça, c'est pour cela on n'a pas tombé sur ces défaillances. Si vous ne trouvez pas d'anomalie, vous dites pas que votre système n'a pas de défaillance ou il n'y a pas des erreurs au niveau du système. C'est juste les tests qu'on a effectués sont concluants et on n'a pas eu d'anomalie. Par la suite, les tests exhaustifs sont impossibles. Ça signifie quoi? Même si vous pouvez dire que j'ai effectué 100 tests, c'est bon pour moi, mais on a tout testé, mais on ne peut pas jamais effectuer toutes les combinaisons. Par exemple, on va juste prendre l'application bancaire. Est-ce que pour un testeur, est-ce qu'il est faisable pour lui d'effectuer toutes les combinaisons? Par exemple, tous les salaires, toutes les tranches d'âge et par exemple toutes les modifications des mensualités avec tous les taux d'intérêt et plusieurs combinaisons, par exemple deux personnes avec des salaires différents, par exemple une dame et son mari qui souhaitent faire un crédit ensemble, aussi par exemple un célibataire tout seul souhaite faire un crédit avec tous les tranches d'âge. Aussi les couples avec tous les tranches d'âge, avec la combinaison de tous les tranches d'âge et toutes les salaires, vraiment, c'est pas faisable. Et même si vous souhaitez faire toutes les combinaisons, ça va coûter plus cher, ça peut coûter plus que le développement qui était élaboré et du coup, on ne peut pas effectuer les tests exhaustifs. Et là, ça peut que vous allez avoir des questions par rapport au principe de test. C'est pas ça peut. Sûrement, vous allez avoir des questions par rapport au principe de test. Du coup, il faut les comprendre et savoir de quoi il s'agit. Les tests, si vous avez eu une question, est-ce qu'on peut tout tester? Il faut dire non. On ne peut pas avoir toutes les combinaisons pour tout tester au niveau de l'application. Par la suite, tester tôt économise du temps, de l'argent. Ça, c'est très intéressant. Lorsqu'on parle de tester tôt, est-ce que c'est au niveau de phase de développement? Non, on teste avant d'avoir même le code. On a parlé même depuis qu'on valide le projet avec les parties prenantes. C'est bon, on a validé le projet. Le business analyst ou le product owner si vous travaillez en agilité,
c'est bon à commencer à créer soit les spécifications fonctionnelles ou les user stories, bref, les documentations par rapport pour expliquer le fonctionnel. Dans ce cas, à partir de cette étape, on peut effectuer les tests. On peut lire de la documentation, on peut faire, comme on a dit, les revues pour savoir est-ce qu'il y a carrément des erreurs, est-ce qu'il y a de la mauvaise compréhension, est-ce qu'il y a de la duplication, est-ce qu'il y a de la contradiction au niveau de la documentation, et par la suite, on peut corriger ça avant même d'entamer la partie de développement. Comme ça peut nous coûter moins cher si on passe à d'autres niveaux de tests. Par la suite, le regroupement de défauts. Là, l'idée, c'est comme quoi il y a parfois des parties, des blocs de code qui sont complexes. Et lorsqu'on effectue on trouve des défaillances et on vérifie la cause racine, on trouve que les défauts, ils sont regroupés. C'est pour cela, on peut dire qu'il y a un petit nombre de modules contient généralement la plupart des défauts découverts lors des tests avant livraison. C'est pour cela on peut dire que voilà le bloc où on a trouvé plusieurs anomalies. Par la suite, le paradoxe de pesticide. Et qu'est-ce qu'on signifie par le paradoxe de pesticide? Ça signifie tout simplement, par exemple, même si vous utilisez les pesticides au niveau de votre, par exemple, pour éliminer, par exemple, des insectes, à un moment donné, il va être inefficace. Même si vous pouvez le mettre, ça va être inefficace. C'est pour cela, si vous déroulez votre test plusieurs fois, ça ne vous tient rien. Si on a détecté quelque chose, c'est bon, c'est détecté. Mais même si on les réexécute une nouvelle fois, on va rien trouver. Du coup, c'est pas la peine de juste bouffer la charge des testeurs et aussi bouffer par exemple le budget du test juste pour exécuter des tests qu'on a déjà exécutés. Voilà, le paradoxe de pesticide, c'est tout simplement si on a déjà effectué quelque chose, on le fait, on va rien détecter de plus. Et par la suite, les tests dépendent du contexte. Ça, c'est très important parce que là, même pour les personnes qui demandent, lorsque vous demandez à une personne qui a de l'expérience, il va vous dire d'un domaine à un autre, les tests diffèrent, les méthodes diffèrent, le principe reste le même, mais on change parce que, par exemple, le domaine de santé est très critique. Par exemple, le domaine des bancaires, c'est très critique. Par exemple, ça touche directement au niveau de l'argent du client. Par exemple, le domaine de santé, ça touche directement à la santé du personne. Les TGV, si on doit faire les tests embarqués, on ne doit pas avoir des erreurs parce que directement, on a des utilisateurs qui utilisent ces moyens de transport et on ne doit pas avoir des erreurs. Sinon, on peut avoir des dégâts mortels. C'est pour cela le domaine joue un jeu très important. Est-ce qu'on peut, par exemple, effectuer que, par exemple, on laisser des mineurs, par exemple, on peut dire c'est bon, on a résolu les anomalies qui sont bloquantes, on peut laisser ces anomalies qui sont mineures. Pour d'autres, il n'y a pas droit à l'erreur, du coup, on peut tout corriger avant d'envoyer l'application en production. Voilà. Ici, les tests sont effectués différemment dans des contextes différents. Par exemple, un logiciel de contrôle industriel critique au niveau de la sûreté sera testé différemment d'une application de commerce électronique sur téléphone mobile. Comme autre exemple, le test dans un projet agile est effectué différemment du test dans un projet à cycle vie séquentiel. Par la suite, lorsqu'on va voir le cycle de vie, vous allez voir qu'il y a une vraie différence et maintenant, les sociétés ils ont tendance à migrer vers l'agilité. Et l'absence d'erreur est une illusion, ça rejoint le premier. Ici, mais les tests montrent la présence de défauts et pas leur absence. Ici, par exemple, si on ne trouve pas d'anomalie, on ne peut pas confirmer qu'on n'a pas des erreurs au niveau de notre système. C'est pour cela, on n'est pas à l'abri qu'on trouve des anomalies en production ou peut-être un jour, un client qui a, par exemple, une tranche d'âge spécifique, un salaire spécifique, et on trouve qu'on n'a pas détecté, par exemple, pour lui, on n'a pas vérifié son taux de crédit ou quelque chose. Voilà. Et lorsque vous ne trouvez pas des anomalies, vous ne dites pas que le système est fiable à 100%. Aussi, c'est pas la peine de retester à plusieurs reprises parce que on va pas augmenter la qualité, mais c'est juste on va cramer les personnes et la charge du projet. Aussi, le regroupement des défauts, lorsqu'on trouve qu'il y a des anomalies qui se répètent sur un bloc, de préférence de demander de revoir, par exemple, ce module, d'effectuer des investigations. Comme ça,
c'est la racine de ces problèmes. Comme ça, on peut mettre à jour et corriger, et on peut livrer un produit mieux. Et le principe qui est très important, essentiel, c'est de tester tôt. Pourquoi tester très tôt? Tout simplement, le coût est très faible. Si on passe à d'autres étapes, le coût, ça va être x10. On prend l'exemple juste si on a eu une erreur de saisie au niveau des spécifications, au niveau des user stories, c'est très simple, on va juste corriger l'user story ou de corriger un document Word et par la suite d'effectuer une nouvelle version. Si on trouve l'anomalie au niveau de la dernière phase, par exemple les ingénieurs de validation qui ont trouvé ça, sûrement le temps d'effectuer les analyses, les débogages auprès des développeurs, de trouver la cause racine de ce problème, par la suite d'effectuer les corrections, ça prend énormément de temps, de l'énergie auprès de l'équipe de développement et surtout le chiffrage, combien ça coûte pour corriger cette anomalie, tout le temps qu'ils ont pris pour trouver et corriger cette anomalie. Et aussi par la suite, on va renvoyer l'anomalie à l'équipe de test pour effectuer le test de confirmation et s'assurer que le problème a été corrigé. Et du coup, c'est un chiffrage sur les deux services. Aussi, l'équipe de test, ils vont chiffrer parce que c'est eux qui ont détecté l'anomalie. Et par la suite, c'est eux qui vont la retester pour la deuxième fois pour savoir si le problème a été corrigé. C'était tout pour aujourd'hui. Voilà une vidéo concernant la première partie de la certification STQB. Si vous voulez avoir la totalité de la formation, bien sûr avec tous les mises à jour, les exemples, les explications, voilà ma formation. Je vais vous montrer, c'est STQB certification STQB fondation. Vous pouvez aussi trouver des exercices, des exemples. Il y a pas mal de personnes qui ont participé. Et actuellement, ma formation est accréditée par pas mal de sociétés qui l'utilisent comme un support officiel pour soit les nouveaux arrivants, soit les personnes qui changent de service et souhaitent avoir la certification STQB. Je suis très contente pour ça. Et aussi, je remercie les sociétés qui m'ont fait confiance. Et voilà, par exemple, le retour d'expérience des personnes qui ont participé à ma formation. Vous pouvez trouver tous les retours. Par exemple, voilà, Asma est très professionnelle, explique de façon très simple et détaillée le nécessaire de tout ce qu'il faut retenir. Pour ça, merci beaucoup. Et voilà tous les détails, voilà la description. Vous pouvez avoir tous les détails concernant la formation. Et bien sûr, moi, je mets tout le temps à jour la formation, soit que je rajoute des exemples, des exercices avec de la correction pour maintenir la formation et aussi pour que on s'adapte. Par exemple, la première fois j'ai fait la formation, j'ai constaté que par exemple le son n'était pas correct, j'ai racheté un micro professionnel, j'ai refait la formation. Par la suite, j'ai pensé à d'autres exemples, je rajoute les exemples. Lorsque quelqu'un me demande une question par rapport à un exercice, lorsque je fais l'exercice et la correction sous forme de vidéo, je les partage à tout le monde. Comme ça, tout le monde peut participer. Bien sûr, vous payez une seule fois et à chaque fois que je fais des mises à jour, vous allez le recevoir gratuitement. Et on n'a pas que cette formation, il y en a plusieurs. À vous de voir les formations que vous souhaitez, que ce soit sur, par exemple, les outils de test, que ce soit l'automatisation, les tests de performance. Là, actuellement, j'essaie de vous donner toute mon expertise au niveau du domaine du test. On espère de exceller au niveau du domaine. Comme ça, l'équipe qui travaille avec moi, on peut faire des belles choses, des belles réalisations. On se croise les doigts. Là, au niveau de cette partie, prenez votre temps, lisez bien la question et par la suite, on se retrouve au niveau de la partie suivante pour voir la correction ensemble. Au niveau de la question, lequel des énoncés suivants décrit correctement l'un des 7 principes clés du test logiciel? Est-ce que c'est en utilisant des tests automatisés, il est possible de tout tester? Choix 2, avec un effort et un support d'outils suffisant, des tests exhaustifs sont réalisables pour tous les logiciels. Ou choix C, il est impossible de tester toutes les combinaisons d'entrée et de préconditions dans un système. Ou le D, le but de test est de prouver l'absence de défaut. Par la suite, on se retrouve pour voir la correction ensemble. Au niveau de cette partie, on va répondre à cette question. Lequel des énoncés suivants décrit correctement l'un des 7 principes clés du test logiciel? En utilisant des tests automatisés, il est possible de tout tester.
Avec un effort et un support d'outils suffisant, les tests exhaustifs sont réalisables pour tous les logiciels. C. Est-il impossible de tester toutes les combinaisons d'entrée et de préconditions dans un système? D. Le but des tests est de prouver l'absence de défaut. Normalement, si vous avez vérifié les 7 principes de test, on a déjà mentionné comme quoi il n'y a pas de notion de test exhaustif. On n'a pas la possibilité de tout tester. Du coup, le A et le B, ils ne sont pas corrects. Là, il nous reste... Pour le C, il est impossible de tester toutes les combinaisons d'entrée et de préconditions dans un système. Ça, c'est la bonne réponse. Parce que là, normalement, le but lorsqu'on fait les tests, c'est d'augmenter la qualité de notre produit et en aucun cas, on peut tester toutes les combinaisons possibles. Supposons juste si vous prenez le site de Amazon, est-ce que pour vous, on peut tout tester, l'achat de tous les produits, par exemple l'achat d'un produit par exemple du rayon femme et un produit de rayon homme, plus par exemple électroménager, est-ce qu'on peut tout tester, toutes les combinaisons possibles? Non, on ne peut pas tout tester et ça c'est presque impossible et même la charge financière de test ça va être plus et c'est pour rien, c'est pour cela on ne peut pas tout tester. Et voilà, la bonne réponse c'est C et ça c'est déjà mentionné au niveau de juste les principes de test, c'est mentionné noir sur blanc comme quoi vous ne pouvez pas tout tester dans quel que soit le projet.